La revue de presse, c'est avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Maxime, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, Noël approche, on croule sous les bonnes nouvelles. La Croix, Cuba et États-Unis, un nouveau départ. Libération, Cuba, les possibilités du Nil. On salue d'ailleurs la référence au titre de Michel Houellebecq, c'est joli. Et puis, presque un miracle de Noël, les Échos, la France entrevoit enfin la reprise en 2015. Du coup, il y en a qui se mettent à croire au Père Noël. Le Figaro, présidentiel 2017, Hollande ne renonce pas. Alors pour fêter tout ça, on se fait plaisir, on préserve le patrimoine et l'emploi. Marianne, ces produits qui font la France. À la une ce matin, la Russie et son président. Oui, il y a tout de même un sujet d'inquiétude ce matin après la conférence de presse de Vladimir Poutine, mais le ton des éditoriaux n'a plus rien à voir avec les tonitruantes condamnations de l'autocrate. Le risque d'une contagion européenne est passé par là. L'expression qui revient partout, tendre des perches. Et cela, ça sortirait même d'une sorte de mea culpa. Il faut refuser cet infernal engrenage qui ne ferait que des perdants, écrit Jacques Camus dans La République du Centre. Ne peut-on admettre que l'UE a inconsidérément ouvert ses portes aux révolutionnaires de Maïdan? Ne peut-on comprendre que les manœuvres de l'OTAN dans les États baltes ont inquiété Moscou? Alors que le terrorisme islamiste constitue un danger universel, écrit Michel Bassy dans L'Éclair des Pyrénées, au point de menacer jusqu'à notre civilisation, les dirigeants de ce monde doivent éviter les combats inutiles et rechercher les compromis. Oui, si l'on peut être pragmatique à Cuba, se disent tous ces commentateurs, pourquoi ne pas envisager de l'être vis-à-vis de la Russie ou de l'Iran? Vous l'avez dit, François Hollande est en première page du Figaro ce matin. Mais oui, puisque tous les espoirs sont permis en cette fin d'année, François Hollande, grand optimiste devant l'éternel, caresse les siens. Et puis, il y a aussi ces rencontres avec des Français pour renouer les liens. Dans le Midi Libre, Jean-Pierre Lacan s'agace de ses confidences distillées sur un dîner prétendument secret, mais dont on connaît jusqu'au menu, à veau et bûche. Rien de nouveau sous les lambris, ironise-t-il. Il y a 40 ans déjà, c'était de la salade de cresson et de la côte de bœuf qu'il y avait au menu des Cucciarini, famille de Français moyens qui recevaient ce soir-là Giscard. On en retiendra, dit-il, que les arrière-pensées et la mise en scène de la comédie du pouvoir. Cynisme, déclinisme. Il faut lire l'excellente chronique d'Éric Le Boucher dans Les Échos, dont le titre résume l'état d'esprit du moment, et c'est très loin de l'esprit de Noël. Le déclinisme débouche sur le savapétisme. Vous ne connaissiez pas? Non. Oui, c'est un état d'esprit que nourrissent, dit-il, ceux qui se souviennent que la France n'est pas le pays des réformes, mais celui des révolutions. Et les savapétistes ont même 5 scénarios. La rue, les jeunes, à Nanterre, souvenez-vous, en 1968, rappelle Éric Le Boucher, tout est parti de l'accès au dortoir des filles et l'immense De Gaulle, à la fin, tomba. Et puis la surprise, comme les bonnets rouges par exemple, ou alors les marchés financiers. Et enfin, dit-il, un dernier scénario qui prend corps curieusement dans les milieux économiques, une victoire de Marine Le Pen en 2017, qui, dit Éric Le Boucher, mettrait le pays à genoux et permettrait de reconstruire entre réformistes. Alors pour lui, le savapétisme, eh bien, c'est une forme de dernier espoir, l'idée que du chaos renaîtra une France normale. Noël, la bonne nouvelle, tout ça, quoi. Au-delà du savapétisme, Natacha, il est aussi question ce matin dans la presse des entreprises et de leurs responsabilités. Mais oui, parce que les réformistes, eux, ils souhaitent des réformes et ils se désolent que ça n'aille pas assez vite. En une de l'opinion, on dénonce une proposition de loi écologiste qui prévoit la responsabilité d'une entreprise quand un sous-traitant viole les droits fondamentaux. Par exemple, quand un immeuble vétuste s'écroule sur 1000 semi-esclaves au Bangladesh. Non sans raison, un responsable d'une grande enseigne répond « D'accord pour remonter la chaîne des responsabilités, mais jusqu'au bout, qu'on traduise en justice les consommateurs qui exigent des prix cassés. » Sauf qu'on rira du coup en lisant dans Le Parisien le récit rocambolesque de ce déjeuner entre des patrons de grosses sociétés de produits d'entretien dans une brasserie chic de l'Ouest parisien. À la fin du déjeuner, 2 clients d'une autre table se lèvent, des inspecteurs de la répression des fraudes. Oui, les braves gens s'entendaient pour faire monter les prix. C'était en 2006. Ils viennent d'écoper d'une amende record. Les consommateurs sont responsables, mais les entrepreneurs, eux, sont parfois coupables. Vous distribuez les jouets ce matin? Mais oui, c'est le sujet du moment, bien sûr. Évidemment. Partout, les stéréotypes sur le genre dans les jouets. Dans Marianne, le dessin de Grosse résume un petit garçon au pied du sapin avec son jeu de guerre sur lequel est écrit « Mets du sang partout, deviens un soldat d'élite et massacre tes ennemis ». Et sur celui de sa sœur, ton frère a mis du sang partout, nettoie tout en un tournement. Dans l'opinion, Irène Hitchcospé rappelle tout de même que les petites filles qui ont été élevées avant les années 90 et l'amplification du phénomène ne jouaient pas plus aux petites voitures et sont devenues pourtant des femmes actives. Ce qui compte, dit-elle, c'est l'éducation des parents.
Mais le dossier de Politis, le jouet objet politique, est beaucoup plus intéressant car il sort de cette seule dimension du genre. Il rappelle que 70% des jouets vendus dans le monde sont fabriqués en Chine, dans la plus pure violation des droits humains. Que l'inflation des jouets se fait au détriment du jeu, beaucoup plus intéressant pour les enfants. Alors on lira l'article du chasseur français sur ces jouets fabriqués en France, les poupées Petit Colin, les chalets Jejura. Et on se dira qu'on peut fêter Noël en citoyen et pas en consommateur. Et pour ça, il y a aussi le livre. Oui, ça, il faut lire. C'est un très beau texte sur le site Causeur, un texte de Jean-Paul Brigelli, Bibliothèque, qui raconte comment il s'est vu offrir 2 bibliothèques, le meuble et le contenu, Oui. par des héritiers encombrés après un décès. Les livres, ça ne sert plus à rien, alors il dit sa peur de ce qu'il adviendra des siens après sa mort et du contenu de sa cave aussi. On ne brûle pas les livres, conclut-il avec tristesse, on s'en passe, et c'est pire. Un clin d'œil, Natacha. Oui, c'est une vidéo que nous montre le site Atlantico. 2 politiciens américains débattent, un démocrate, un républicain, Dallas et Brad Woodhouse. Oui, ils sont frères. Et pendant la séquence des questions des auditeurs, ils blêmissent en entendant une auditrice de Caroline du Nord. Mon Dieu, c'est maman. Je ne connais pas beaucoup de familles qui se disputent à Thanksgiving, dit-elle. J'espère que vous vous êtes défoulés avant Noël. Oui, parfois la politique semble désespérément puérile, et pas qu'entre frères. Mais les citoyens sont plus efficaces que les mamans pour un rappel à l'ordre. Et voilà, les joies de la libre antenne. Merci beaucoup, Natacha Polony. C'était la revue de presse.